Roger Castan, bonjour. On est en direct de la galerie Roger Castan. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir, enfin c'est une manière de parler puisqu'on est chez vous, et comme je suis un homme de gauche, j'adore partager les choses qui ne m'appartiennent pas, parce que on s'était jamais vu en vrai, c'est-à-dire en interview Roger, depuis tout ce temps, et je dois le confesser, j'ai quelque honte à n'être pas venu vous voir avant. Mais c'était loin, il y avait trop de soleil, que sais-je, quelles excuses vaseuses j'ai pu me trouver pour ne pas se voir en vrai. Mais grâce à Maria Marenic, qui m'a dit « Mais tu n'as jamais fait Roger Castan, il serait temps, sinon personne ne te prendra plus au sérieux. » Et je prends les recommandations de Maria au sérieux. Donc je suis venu vous voir. Roger Castan, bonjour. Donc 26 ans de galerie d'art à Perpignan. Et croyez-moi, c'est pas tous les jours dimanche. C'est sûr, bonjour. Et je suis ravi de vous rencontrer en vrai. Oui, parce qu'on s'était croisés, mais vraiment, on se croisait souvent. Oui, Enfin, moi, ces temps-ci, parce que je m'étais enfermé. c'est un vrai plaisir pour moi de vous recevoir et d'essayer de répondre à vos questions si je peux. Donc, Roger Castan, dans une vie, comme même les moines ont un passé, comme disait Guillaume de Baskerville à son novice Satso, vous étiez pharmacien. Et pourquoi à un moment donné, bon, ça va, ça suffit, et juste, j'ai besoin de respirer, je veux de l'art. Alors pourquoi j'ai arrêté la pharmacie? Parce que c'était un métier qui était trop sûr. C'était un métier où je commençais à ronronner un peu trop et où je n'avais pas suffisamment d'adrénaline, voilà. Et puis c'est un métier où quand on se rencontrait entre nous, mes amis pharmaciens, on n'avait rien d'autre comme discussion que la pharmacie. Le Doliprane, le cours du Doliprane. Non, même pas, le cours en caisse. Mon Dieu, c'est affreux. Et soigner les gens là-dedans. Et vous avez fait pharmacie pour soigner les gens à la base? Au départ, oui, j'ai fait ça pour soigner les gens, pour donner des conseils, mais il se trouve que après Giscard, enfin pendant Giscard, il y a eu l'ébauche du 100% généralisé. Et là, ça a changé beaucoup de choses, puisque les gens arrivaient avec une ordonnance et voulaient exactement ce qu'il y avait sur l'ordonnance. Alors qu'avant, on préparait les médicaments. Avant, on préparait, on avait des conseils, on donnait des conseils. Voilà. Il y avait plus ce besoin de... C'était du click and collect d'avance, quoi. De gratuité. Voilà. Donc, alors, j'ai pris il y a eu une épiphanie, vous avez fait un cauchemar, vous étiez écrasé par un caducée géant, vous n'arriviez plus à respirer, vous êtes réveillé, c'est quoi l'épiphanie ou c'est une lente réflexion? C'est une réflexion quand même, c'est pas arrivé comme ça, c'est une réflexion. Bon, vous avez annoncé à votre femme j'ai annoncé à ma femme qui l'a très bien pris. Oui. Et puis j'ai annoncé pas à mes parents, puisque mon père était décédé. Mais, et votre père avait une pharmacie déjà? Non. Donc voilà, vous étiez créé pharmacien. Je suis créé une pharmacie, il faut dire. Et j'ai annoncé à ma mère et ma grand-mère qui, elles, n'ont pas du tout apprécié. Alors, vous préfériez que vous annonciez l'homosexualité ou vous fassiez du théâtre? Je sais pas. Je sais pas. C'est une espèce de vision. Oui, voilà. Et donc, voilà. Mais après, ça s'est bien passé les premières années. Bon, je suis arrivé dans un... Ah oui, alors comment on s'invente? C'est-à-dire, est-ce que vous aviez travaillé en amont sur qu'est-ce que c'est que l'art, le cours de l'art, les artistes Oui, alors, donc, quand j'ai fait pharmacie, j'ai fait mes études de pharmacien, j'ai fait aussi mes études de préparation aux affaires, donc j'avais fait IPA. Ouais. Et, au cours du soir, j'allais de temps en temps à l'histoire de l'art. Ça a toujours été une passion, et dès que j'étais rentré, donc après 68, quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai commencé à m'intéresser à l'art et même à acheter mes premières pièces.
Donc vous avez commencé collectionneur déjà. Et voilà, j'ai commencé petit collectionneur. Oui, parce qu'après on a les moyens qu'on a. Hein. Après, J'ai voulu acheter un Picasso récemment, j'ai vu que j'avais pas le niveau. Non, c'est pas le moment où ça me lâche. Oui, voilà. Maintenant, pour faire des affaires avec Picasso, il faut une machine à remonter le temps. Et encore, les descendants sont plus durs que Picasso, certainement. Évidemment. Et eux, ils sont intéressés, ils pourraient être pharmaciens, si j'ose dire. Oui, non, bon, quand même. Au sens où... Le pharmacien n'est pas quand même oui, un grippe sourd. oui, voilà, ça. C'est cruel ce que je dis. Picasso, peut-être. Oui, puis elle est dans le besoin, il faut la comprendre. Donc, mais revenons à vous. Donc, ce moment, vous achetez, vous dites comment on trouve un lieu, on achète qui, ça s'est passé quand, comment? Alors, comment on trouve un lieu? Bon, déjà, avant de me dire comment on trouve un lieu, je suis tombé sur un lieu. Ah, Voilà. c'est mieux que l'inverse, parce que vous auriez beaucoup souffert. Un endroit qui m'a beaucoup plu, qui se trouvait 4 rue Manuel. C'est à Perpignan? C'est à Perpignan. La 4 rue Manuel, c'est la rue qui est en fond de la place Gambetta, sur la droite, avant la rue Saint-Jean. Ah ben c'est là où je vous ai connu en fait dès le départ, tout simplement. Voilà, il y a longtemps, voilà. Oui, j'avais encore des cheveux peut-être là. Et donc j'ai eu ma première galerie ici, que j'ai gardée jusqu'en 2001. Vous l'avez transmise à votre fille qui a fait un resto, non c'était quoi? J'ai vendu après. Ouais, ah oui, non, parce qu'il y a eu une espèce de resto-galerie. Non, quand j'ai monté ma galerie, j'avais associé, justement comme l'art encore était un peu dans le creux, donc j'ai voulu attirer des gens dans ma galerie et j'ai présenté des œuvres d'art avec des grands créateurs, donc Gautier et Lacroix. D'accord. Et ça a très bien marché, puisque les gens sont venus voir en premier Gautier et Lacroix. Ouais. Et par la suite, quand j'ai vu que ça prenait, cette mayonnaise un petit peu, j'ai commencé à laisser les fringues, puisque c'était pas trop mon truc. Oui. Et pour me... Oui, parce que sinon, ça aurait pu basculer. Ça aurait pu basculer, voilà. Le marchand de fringues, Voilà, donc, etc. Donc voilà. Donc après, la première galerie était lancée. Alors, qui achète ici? Alors, vous avez des artistes d'ici quand vous commencez Alors quand je commence... C'est qui vos produits? Ça, c'est très important. Ma première exposition, c'est moi. D'accord. Ce que vous aviez acheté ou ce que vous n'avez pas? Je m'étais mis à dessiner. J'avais lancé une espèce de mouvement pour moi que j'appelais émotionnisme. Oui, c'est bien ça. Donc à l'époque où le moïsme... Oui, voilà. Donc, vous étiez vraiment précurseur parce que Covid-19, l'expo, émotionnisme, ça aurait marché aussi pareil. Faites des t-shirts, vous vous enrichirez, mon cher Roger. Non, mais je ne cherche plus maintenant. Ah. Non, mais on ne sait jamais pour pouvoir investir dans des artistes plus chers, je ne sais pas. Alors, ce que j'aurais dû faire, oui, c'est acheter des bitcoins. Voilà, oui. J'ai un ami, celui qui a le bateau, qui... Voilà. Mon frère aussi fait fortune avec ça, alors qu'il gagne déjà bien sa vie, mais passons. Bon. Revenons à nos moutons. Oui, après vous, donc... La première expo, et ensuite, j'ai eu beaucoup de chance, parce que pour ma première expo, j'ai des amis de Paris qui sont descendus, et qui m'ont dit... tu sais, on va te faire rencontrer quelqu'un, on a vu qu'il est fabuleux, un grand peintre. Et donc j'ai dit, ça m'intéresse bien sûr, parce que je n'avais pas encore de carnet d'adresse. Et donc ils m'ont dit le nom, il s'appelle Anatoly Poutilin. Ah oui, quand même. Anatoly Poutilin était un peintre russe. Donc comme son nom l'indique. Je l'ai appelé ukrainien. Ah, comme elle. Ouais. Mais elle est pro-russe, je ne dis pas, mais si les gens veulent la tabasser, elle est pro-russe. D'accord. Donc je l'ai appelé, et je me suis fait gentiment remballer. Et ce qu'il m'a dit, non, je ne présente plus dans les galeries. D'accord. Je n'ai pas plus la galerie.
voilà, je ne me présente plus dans les galeries. Je dis, mais attendez, pourquoi vous faites ça? Il me dit, je me suis fait escroquer aux États-Unis et depuis que je suis arrivé en France, donc il a été expulsé Ah oui. en 75 de Russie, Ouais. puisque sa peinture en fait était très métaphysique et ne correspondait pas aux critères, oui. aux critères soviétiques. Hein. Et donc il me dit non. Je dis, mais écoutez, est-ce que je peux monter vous voir? Il me dit, vous pouvez toujours monter, bon, avec un charabia russo-français, Ouais. mais en fait j'ai compris. Un sabir. Et je suis monté donc le voir, le rencontrer. Et j'y suis resté 3 jours Ouais. à discuter avec lui pour essayer de savoir. C'était d'abord une psychanalyse pour réussir à... C'était complètement. C'était essayer je sentais qu'il pouvait y avoir le feeling, mais en fait il n'était pas encore. Et au bout de 3 jours, il a décidé de me montrer son atelier. Et donc, on est rentré dans un atelier, petit truc, c'était à Saint-Ouen. À l'époque, il y avait un atelier à Saint-Ouen. Et il m'a dit, voilà, là, il y a 6-7 ans que je me suis enfermé. Et le travail qu'il a dedans n'a jamais été montré. Il s'appelle Nuit dans l'atelier. Quand j'ai vu ce travail, je suis resté scotché. Vous avez toujours des photos, j'imagine. J'ai pas de photos, j'ai même acheté un tableau qui est là. Ah ben on ira le photographier. Ah ben, il suffit. On le voit très mal, parce que là il est... Mais c'est une... Mais il est sombre de toute manière, mais bon, en même temps, ça fait nuit dans l'atelier, c'est pas par hasard. Nuit dans l'atelier, mais avec quand on a le soleil dessus, on voit tout l'intérieur, il y a des profondeurs. Ouais. Voilà. Et donc, il a accepté de présenter ici de faire sa première expo à Perpignan, et ce, début 97. Et là, j'ai fait une expo où je dis pas carrément tout vendu, mais 75% de ce que je présentais a été acheté. Alors, combien ça coûte, si j'ose dire un tableau? Alors, maintenant, il a dû prendre de la valeur, mais à l'époque, il était à combien? Et justement, combien il a pris et pourquoi? Il y a un tableau comme ça, à l'époque, était à la vente à 7 000 francs. Ouais, donc on était encore en francs déjà. Oui, on était en francs. Aujourd'hui, il est à 45 000 euros. Ah oui, il y a une plus-value, comme on dit. Il y a une plus-value, mais enfin, bon, c'est... Alors, je vais poser une question mesquine. Je me souviens plus 6 000 francs, combien ça pouvait faire d'euros? Est-ce que c'est... On s'en fout, on fera la conversion après, mais il y a une belle culbute en plus-value. La question, c'est est-ce que parce qu'on peut défiscaliser avec l'art, que ça monte comme ça? C'est une valeur refuge. Est-ce que l'art est une valeur refuge comme l'or? Non. Ou il y a encore du goût dans l'art? Non, parce que j'ai une petite inquiétude, Roger, vous comprenez? L'art n'est pas une valeur refuge. L'art est une valeur refuge quand il s'agit de sociétés, surtout. Ouais. Et les sociétés n'achètent pas de l'art, elles achètent des investissements. D'accord. Quand on voit, je dis n'importe quoi, Van Gogh ou Picasso, qui s'achètent des millions d'euros comme ça, et c'est une société très souvent qui achète ça, et qui va 2-3 ans après le remettre sur le marché, et ça va être racheté par une autre société. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc l'art pour le particulier n'est pas forcément une valeur refuge. Je pense que l'art doit être considéré comme un plaisir. Ah bah moi aussi, mais je m'inquiétais. Et vous maintenant un plaisir aussi, c'est de se dire bon, j'ai acheté quelque chose et aujourd'hui ça bateau ou tableau. Et aujourd'hui ça vaut un peu plus cher, quoi. Voilà, j'ai rien perdu. Voilà, bateau ou tableau, alors que mon bateau se déprécie si j'y fais pas de travaux. Complètement. Voilà. Comme les voitures. Voilà. Peut-être les Ferrari, non, puisqu'il y a quand même des... Oui, voilà. Après, ça peut rentrer dans l'ordre de la collection. Voilà. On est dans mais, non, alors, les clients, c'est qui? Qui se fait plaisir au tout début? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Qui vous a acheté, vous? Qui a acheté l'Ukrainien? Les clients, au tout début, donc, étaient des personnes qui faisaient partie... mais au début, déjà,
tout le monde travaillait en 96. Ouais, tout ouais. le monde travaillait, tout le monde avait un travail. Il y avait beaucoup de professions. On était avant 2008, si j'ose dire. Voilà. Pour donner un ordre. Il y avait beaucoup de professions libérales sur Perpignan. Il y avait, je pense que les gens avaient des moyens, peut-être un peu supérieur que pour vivre au quotidien. Voilà, supérieur que pour vivre au quotidien. Ils pouvaient mettre et épargner, et donc ils pouvaient vivre, épargner et se faire plaisir. Et se faire plaisir, ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Et les jeunes, quand même, aussi, avaient des salaires certainement plus élevés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'a plus, ça. Les jeunes, aujourd'hui, n'ont plus rien. Je veux dire, oui, en ce moment, il fallait pas d'être aussi, c'est bien de leur faute. Hein. Quelqu'un qui travaille à Perpignan, un jeune qui travaille à Perpignan, c'est dur. Hein. Alors déjà, qui travaille à Perpignan en soi, c'est déjà en soi. Bon, mais en fait, ceux qui travaillent. Oui, évidemment. Ceux qui travaillent. Voilà, donc c'était cette clientèle-là, une clientèle qui avait mon âge, donc, au départ. Et vous aviez quel âge à l'époque? Moi, je devais avoir entre 20 et 30. 85. Non, plutôt 20, en fait. Ah ben, faites 85, je suis né en 48. Ouais. Voilà, j'avais 30. Donc, vous avez cédé la pharmacie très vite, finalement. J'ai travaillé. Vous eussiez pu faire la carrière un peu plus longue. Non, donc c'est vraiment courageux de votre part. J'ai fait 13 ans de pharmacie d'officine et pendant 2 ans j'ai été sous-directeur de la maison Thomas. D'accord. Les 2 ans avant, quand j'étais tout jeune. Donc voilà, donc vous avez les sports de combat, quoi. J'avais envie de vivre une autre vie, surtout que je m'étais dit. Mon père était mort en 84 et bon, je me suis dit que toi aussi à 62 ans tu vas y passer, et donc je me voyais oui, c'est l'habitude qui tue l'homme. Un avenir assez proche, un avenir qui était bloqué, qui s'arrêtait à 62 ans. Voilà pourquoi donc j'ai voulu me faire plaisir. Alors Maria, tu as peut-être des questions? Peut-être. Monsieur Castan, comme on dit en russe, dans notre vie, comme dans une pharmacie, voilà, tout a son sens et son poids. Et je voulais vous demander, vous, en tant que galériste, vous êtes plutôt organisé, discipliné comme un pharmacien, ou vous êtes plutôt guidé par l'inspiration dans votre travail? Alors, dans la galerie, bien sûr, on fonctionne au feeling, aux envies. Je ne présente aucune œuvre que je ne vais pas aimer. Je ne présente que ceux que je peux défendre. Et je peux défendre qu'une chose que j'aime. Je veux dire, voilà. Et donc, il m'arrive très, très souvent de refuser des artistes parce que je ne dis pas que leur peinture est mauvaise, mais leur peinture ne correspond pas à ce que je souhaite défendre et présenter, parce que le métier de galeriste, on n'est pas des marchands d'art. C'est-à-dire le galeriste, lui, n'achète pas une œuvre pour le revendre. Oui, c'est pas un objet de consommation. Vous êtes limite des vignerons de l'art. On est complètement. On prépare. Vous sélectionnez les grappes. On essaie de faire reconnaître un artiste émergent au début et de le faire reconnaître par un réseau de collectionneurs, parce que qui sait qui fait l'artiste, c'est le collectionneur au départ. Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut. Il y en a beaucoup qui confondent, qui pensent que galeriste c'est avoir des œuvres et vendre des œuvres. Ce n'est pas que ça. Bon, on a besoin de vendre pour vivre, mais sinon, on a des faux frais. Non, il y a beaucoup de faux frais. Parce que vous êtes propriétaire de l'espace? Non, je loue. Ouais, alors déjà, donc il y a l'électricité, la location, et donc à minima, donc en ce moment, est-ce que vous vendez un peu ou vous êtes totalement à perdre? Et question, avec le Covid, est-ce que l'État vous soutient pour les cinémas? Alors là, vous venez à une belle question, une bonne question. C'est que moi, l'État ne m'a pas du tout soutenu. Mais je reconnais que quelque part, c'est un peu de ma faute. Ah. Voilà, non, parce qu'il y a... Pas de chez vous, pourquoi? Parce que là, je l'ai appris aussi. Ils ont créé des trucs pour vous. Il y a eu
il y a des galeries qui ont touché quelque chose, qui ont touché des subventions, parce qu'une galerie est un commerce non essentiel. Ouais. Enfin, il y avait eu un vide de politique, mais la galerie est un commerce non essentiel. Or, moi, il y a 2 ans de ça, j'ai changé ma société et au registre de commerce, dont je me suis fait inscrire en tant que conseil en art et galeriste. D'accord. Comme ça. Conseil en art et galeriste. Très bien. Or, la chambre de commerce, quand elle donne le numéro SIRET, elle prend en considération que le premier terme. D'accord. Donc, conseil en art. Et là, j'ai eu un numéro SIRET, bon, je ne savais pas. Pour moi, ça correspondait à l'ensemble. Oui, mais non. Mais non. Les Astérix, on bat des contrats, mon cher Roger. Quand j'ai fait la demande, donc qu'on m'a dit il faut faire une demande pour toucher des subventions, on m'a dit non, votre numéro SIRET ne rentre pas dans les critères de subvention. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que vous êtes conseiller en art. Voilà. Alors, et ça, il n'y a pas une moyen de changer et de faire une rétro. Et non, si je le change maintenant, ça ne vaut pas le coup parce que je pense que le Covid, c'est fini, là, ça va s'arrêter quand même. Moi, le président va nous annoncer que c'est pas tout à fait fini, à mon avis, ce soir. Non, mais alors ce qui va Bon, ça devrait être fini parce qu'il y a des vaccins. Ce qui va être fini, ça va être les subventions. Parce parce que ça, ils ne peuvent pas continuer. Oui, ils n'ont pas les moyens. Il n'y a pas d'argent magique ici, puisque l'argent n'existe pas, en fait. Non, l'argent n'existe pas, mais à un moment donné... C'est une question de confiance. À un moment donné, dans la monnaie. Il existera. Voilà, oui. Ça va, oui. On ne prêtera plus à perte, comme c'est le cas en ce moment. Alors, on va reviendre. Est-ce que tu as d'autres questions? Bien sûr. Mais ça tombe bien. Là, une petite provocation, parce que sinon ça devient trop le nerf, notre émission. Castan Art Project, c'est fait une jolie appellation, CAP, mais est-ce qu'avec ce titre, vous voulez laisser une trace dans l'histoire actuelle de Perpignan, parce que c'est vraiment Castan Art Project? Attendez, j'ai mal saisi. CAP, qu'est-ce que... CAP, ouais, ça fait une jolie appellation, c'est sûr, mais le premier mot de cette appellation, c'est votre nom de famille, Castan. Oui. Donc avec ce titre, voulez-vous laisser une trace dans l'histoire actuelle de Perpignan? Parce que votre galerie, elle déjà est devenue emblématique. Bien sûr que ça m'intéresserait de laisser la trace de mon nom sur Perpignan au niveau galerie d'art. Hein. Je pense que c'est ce que tout le monde a envie. Oui, se perpétuer, de laisser quelque chose. Faire des enfants, avoir une statue, des trucs, quoi. Voilà, planter un arbre, écrire un livre. De laisser une trace. Ça, c'est vrai. Ça m'intéresserait. Et une autre question. Actuellement, il y a fast food et il y a fast fashion. Ça veut dire la façon de consommer beaucoup. Est-ce qu'il y a fast art? Non. Non, il n'y a pas le fast art. C'est bien. Hein? C'est bien. C'est bien que ça n'y soit pas. Ouais. C'est bien qu'il y ait des choses un peu inaccessibles qui demandent des efforts, comme le polo. Complètement. Tant qu'on ne peut pas entretenir 7 chevaux, c'est pas la peine d'y songer, quoi. Sinon, on ne peut pas. Donc, alors la question, c'est, on va revenir, on fait un flashback. Vous ouvrez en 96. Qui y avait dans le paysage des galeristes à Perpignan? Parce qu'il y a aussi Céret, qui est un autre endroit où... Et qui c'est qui restait? Parce que c'est pas le tout de créer des trucs. Ce qu'on aime bien chez vous, Roger, c'est le côté le survivant, quoi. Oui, on s'accroche. Hein. Alors en 96, qui c'est qu'il y avait comme galerie? Il y avait la galerie de la Main de Fer, qui était là, qui existait, et la galerie Thérèse Roussel. Et quelques mois après, il y a eu... après d'avoir que j'ai ouvert, il y a eu la galerie de l'Olympe, rue de la Cloche d'Or, complètement. Et après, bon, il n'y avait pas, je sais pas, il y avait peut-être... Si, il y a eu des renouvellements, la Main de Fer s'est ouverte, fermée. Après, ça il y a Thérèse Roussel qui a tenu... Qui a tenu.
On parlait du centre d'art privé à 100 mètres du centre du monde, mais qui n'est pas une galerie. Qui n'est pas une galerie et qui a ouvert bien plus tard. Maintenant, Thérèse Rousset nous a quittés il y a un an. Oh, il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Donc, qui reste à Perpignan? Et des galeries de 96, il en reste plus. Voilà. Donc, voilà. L'immortel Roger Castan, le Highlander, comme on l'appelle. Oui, mortel, bon. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez tenu, vous? Parce que c'est un pari économique qui est plus compliqué qu'une épicerie de nuit, apparemment. C'est un pari économique qui est très très dur. Bon, j'ai tenu parce que ça continue à me plaire, et c'est surtout ça. Si ça me plaisait plus, bon, j'aurais arrêté. Bon, j'ai eu des moments de doute. Ouais, alors, quel moment c'est important de savoir qu'est-ce qui peut faire douter à Roger Castan? Qu'est-ce qui peut faire douter à Roger Castan, comme vous dites, c'est de monter une exposition et de se rendre compte que l'exposition n'a pas été vue. Fermer la porte. Je sais pas, il y a quelqu'un qui est rentré. C'est mon épouse qui a dit. Ah ben on n'a rien contre elle. Par contre, il y a du bruit dehors, c'est mieux pour que ce soit fermé. En plus, on n'a même pas pété, donc il y avait. C'est pas besoin d'ailleurs. Voilà. Donc, pour revenir, on peut même l'inviter à s'asseoir avec nous. Tu peux t'asseoir par là. Voilà. Parce qu'on est en direct, donc. On reprend l'interview parce qu'on est un peu en direct. Donc, donc les moments de doute, on était les moments. Quand ça a été le plus dur? En 2008, par exemple, la crise, la grande crise. En 2008, à Perpignan, on n'a pas trop ressenti la crise. D'accord. Tout le monde en parlait pas. Oui, parce que nous, l'économie était déjà morte, donc personne ne s'en est rendu compte. Donc on n'est pas arrivé. Tout le monde parlait de crise sur Paris. Et à Perpignan, on ne l'a pas ressenti. On l'a ressenti 2-3 ans après. Oui. Comme la crise de 29. C'est pareil, on est un peu comme on est un peu un bout de chaîne. Ouais. Mais ça quand même, la crise a quand même atteint Perpignan à un moment donné. Ça a atteint Perpignan à un moment donné, et là on a souffert, et là où j'ai souffert aussi pas mal, c'est à partir du moment où certaines foires n'ont plus fonctionné comme elles. Oui, là par exemple, la FIAC, vous l'avez fait à distance? Non, parce qu'ils avaient fait des versions en virtuel. Ça ne me plaît pas du tout. Je ne suis pas dans ce deal, Là, vous y êtes techniquement, si j'ose dire. Bon, là, j'y suis. C'est vrai qu'il est très difficile d'acheter Ah oui, en distancié, oui. Parce que oui, à un moment donné, il y a un rapport à la matière. À un moment donné, il faut voir. Et à l'humain. Il faut voir. Voilà, il y a le contact déjà, le masque est déjà un ouais, ah oui. Moi, je veux dire, quand on discute dans des foires avec des gens qu'on a le main, avec. Ouais. Ça rappelle Venise et le carnaval, ça peut être sympa. Oui, mais sauf qu'on ne sait pas du tout ce que pense la personne. Ah oui, parce que c'est les micro-expressions qu'on ne saisit pas. Et ce sont justement ces. C'est le principe. Les yeux restent les yeux. Les yeux restent les yeux, mais quand on porte un masque toute la journée, les yeux sont tellement enfoncés. Oui, d'accord. Donc c'est très difficile, c'est très dur. Et c'est vrai que 2010-2011 a été difficile. Et votre clientèle, elle est locale ou elle vient de Catalogne ou elle vient même de... Parce que, alors, question aussi, parce que faut accorder les deux, comme dirait le piano. Les artistes sont d'ici ou ils sont, le premier étant ukrainien? Alors j'ai des artistes locaux. Ouais. J'en ai pas beaucoup d'ailleurs. Ouais. Pourquoi? Est-ce que vous jugez l'ensemble de la création locale pas terrible? Non, pas du tout. Non, c'est une question. Hein. Non, pas du tout. C'est parce que je pense qu'il faut pas limiter justement ses choix à des artistes entre guillemets régionaux qui sont. Il faut permettre
parce que les artistes ne travaillent pas de la même manière, qu'ils soient catalans Oui. ou anglais. Oui, d'accord. Il y a des différences. Et donc, moi, mon but, c'est de montrer justement à ma clientèle ces différences-là. Et ces différences qui me plaisent d'ailleurs. Du coup, on vous fait confiance. C'est-à-dire Roger Colpin est un label en soi. Et du coup, on me fait confiance. D'où le côté conseiller en art, mais... Voilà, on me fait confiance, mais ça se gagne. La confiance, c'est... Et ça se perd aussi rapidement. Ça Faut se pas... perd. Est-ce que vous avez déjà fait des erreurs Oui. telles que... Oui, alors, dire, non mais Roger, c'est bon, Non, il y a mais plus Dieu, quoi. Ça se perd rapidement, mais pas très vite quand même. Le collectionneur me fait confiance à partir du moment où on l'a, on sait ce qu'il aime, on lui propose, tout ça c'est bien. Après, le plus difficile, c'est quand j'intègre dans la galerie un nouvel artiste. Quand j'intègre, il est peut-être très très bon, il a tout ce qu'il faut, donc je le présente à un collectionneur, je le fais aimer, je le fais acheter, ça passe très bien. Mais si au bout de 3-4 ans comme ça, cet artiste jeune, ça me dit du jour au lendemain, ben, je ne fais plus artiste, je change de métier. Je fais pharmacien. Je fais pharmacien. Il aurait tort, mais en fait, s'il me dit ça, je suis plus crédible. Oui, d'accord. Faut que ce soit un investissement sur du long terme. Sur le long terme. On investit sur l'humain sur le long terme. Donc une fois, il va me pardonner. Ouais. 2 fois, peut-être. Ouais. 3 fois, non. Voilà. Parce qu'on pourrait se dire, un artiste, c'est fluctuant. Un artiste, alors... Ça a des états d'âme, alors... il fait ça 1 an, un peu comme Rimbaud, puis après il se met à vendre des armes. Il se fait à vendre autre chose complètement. C'est ça le difficile, parce que le métier d'artiste est très dur. Il y a peu d'artistes qui vivent de leur travail. Oui, c'est beau dans le cinéma, mais en réalité, oui. c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, a-t-elle une autre question? Vous avez abordé le sujet des foires d'art contemporain, de votre participation à ces foires, et je voulais demander quelles sont les étapes de préparation pour participer à une foire d'art contemporain et quels sont les budgets approximatifs de cette participation. Alors, pour préparer une foire, déjà, on doit préparer un dossier et le présenter à un conseil artistique un petit peu, qui va faire le choix de dire bon, mais, ok, on vous prend. Voilà. À partir de là, une fois qu'on est dans le circuit, moi je fais des foires depuis 22 ans là, maintenant. Donc je suis dans un circuit aussi bien en Italie qu'en Belgique, qu'en France aussi. J'ai peut-être plus de facilité pour que mes dossiers soient acceptés. Donc à partir de là, il y a le coût. Une fois, déjà les organisateurs de foires, ce sont eux qui gagnent le plus d'argent. Déjà. Puisque eux, comme quoi faire la foire, ça rapporte. Eux, ils sont sûrs d'encaisser à partir du moment où ils remplissent leur... Oui, ils font de la prévente en fait. Ils font de la prévente. Voilà. Donc eux, ils sont sûrs d'encaisser, et après c'est le galeriste qui lui l'est moins, parce qu'il a 5 jours. Il a 5 jours pour amortir son... Ouais, donc, et il est en concurrence avec... Et il est en concurrence, mais ça c'est un intérêt. C'est un intérêt, la concurrence, parce que là, mon handicap, moi, à Perpignan, c'est qu'on n'est pas suffisamment nombreux pour attirer des gens de l'extérieur pour venir voir. Donc, vous aviez d'ailleurs un projet de foire, mais qui n'a pas abouti. Pourquoi du coup? Qui n'a pas abouti, mais parce que les instances politiques n'ont pas été suffisamment réactives un peu. Ah oui.
Oui, non, enfin bon, oui, mais enfin bon, ça c'est pas nouveau. C'est la question que je me pose, c'est pourquoi vous leur avez posé la question. Mais parce que Vous vouliez être surpris, Roger. Vous avez comme ça, vous donnez votre chance. Parce que quelque part, on a besoin quand même du politique à un moment donné pour avoir Oui, c'est très bien qu'il s'en rappelle aussi. Oui. des soutiens, voilà, complètement. Donc j'ai abandonné et puis c'est dommage parce que j'avais. Il y a un potentiel ici. Hein, oui, c'est dommage. C'était notre discussion d'ailleurs à rue des Quarts d'Heure quand on s'était croisés. Rue Manuel. Non, quand on s'était croisés la dernière fois, je buvais un verre rue des Quarts d'Heure. On a eu un quart d'heure de discussion et vous me déclariez que vous alliez mettre en place cette foire. Oui, oui voilà. Oui. Donc là, c'était bien parce que j'avais pas mal, au moins moi déjà une vingtaine de galeries internationales qui me suivaient. Oui, parce que vous avez du réseau. Parce que j'ai du réseau. Mais après, quand j'ai vu que ça traînait un peu, bon, j'ai eu peur d'entraîner tous mes amis dans une histoire un peu... Et votre crédibilité avec. Il y a des risques à pas pourrir. Il y a des risques à ne pas... Il y a plus de chances de jouer au jeu de loi qu'à ce jeu-là. Voilà, donc c'est pour ça que la foire n'a pas eu lieu. Et ça tombait bien parce qu'en même temps, il y a la foire de Montpellier qui commençait et qui attendait que que vous basculiez. Que je dise oui ou non pour qu'ils redémarrent, pour qu'ils démarrent eux. Et ils ont été corrects puisque j'étais le premier à lancer le projet. Voilà. Et comme d'habitude, c'est Montpellier. On dit c'est les Allemands qui gagnent à la fin pour le foot, et là c'est Montpellier qui a récupéré le truc. Mais bon, c'est une tradition, donc on peut pas juger. On s'est fait avoir avec IBM. C'est Nîmes qui a eu le CHU alors qu'il était pour nous. Enfin bon, on va pas. Il est difficile de lutter avec des villes qui ont des moyens un peu plus supérieurs. C'est pas une question de moyens, c'est une question d'inertie. Oui, voilà, c'est une question de... Henri Solens parlait d'économie de la rente. De volonté. Voilà. Alors il y a une nouvelle mairie, on verra bien. Mais... On verra, moi je demande que... Oui, voilà. De toute manière, il y a un truc, la culture c'est quelque chose qui est à part de la politique. Donc, on fait ou on fait pas, quoi, après tout. Voilà. Non, c'est pour ça. Donc c'est une pierre dans son jardin avant, enfin on parle du maire, avant d'être dans son genou. Pour l'instant c'est bien que ce soit dans son jardin. Voilà. Alors il communique beaucoup sur la culture. Après. Voilà. Après on va voir les. Bon là il dit oui mais il y a le Covid. Mais bon on verra. C'est vrai que c'est une mauvaise période. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup de choses en virtuel. Moi, je crois au virtuel parce que moi aussi, j'aime l'humain en vrai, mais là, faute de griffes, on mange des merles. Donc, mais en virtuel, c'est sûr. Bon, on peut même faire de la 3D, on peut même inventer des tas de choses. Faire un hologramme de Roger Castan qui apparaît dans le salon. Comme Mélenchon. Vous seriez le Mélenchon de l'art, Roger. Vous voyez, on peut inventer des tas de trucs. Mais là, je crois qu'il faut arrêter de croire comme des enfants que si on ferme les yeux et qu'on dit là, quand on va les rouvrir, eh ben il sera rien passé. Voilà, bon, on en reparlera. Donc, des gens viennent vous acheter depuis où? Est-ce que vous avez une stature régionale, nationale ou internationale? Est-ce que moi je prends mon jet privé pour venir vous voir de New York? Européenne. Disons, hein. C'est déjà pas mal, dites donc. Européenne. Et pourquoi on vient vous voir? Quels artistes, est-ce que ce sont des artistes locaux qui ont fini par convaincre? Certains, oui. Et si oui, quels artistes locaux, on va commencer par là, ont fini par convaincre les Européens de venir vous acheter? Locaux, il y a Lost qui fonctionne très très bien. Je ne peux pas parler de Comestève parce que je viens de l'intégrer dans la galerie. Oui. Mais il avait déjà une aura, Comestève? Oui, Comestève avait déjà une aura. Alors pourquoi vous venez de l'intégrer où il était avant? Pourquoi il est venu vous rejoindre? C'est intéressant ça. Alors pourquoi il est venu me rejoindre? Bon, parce que il y a 3 ans de ça, donc il a perdu sa galerie, qui était Thérèse Roussel. Ah oui, fatalement. Oui. Et puis ça fait très longtemps
ça fait plus de 3 ans déjà comme Estève souhaitait venir dans la galerie, bon, et tant qu'il était avec Thérèse Roussel, moi je m'y opposais, disons, comme lui non plus. Bon, on était dans des relations très, très proches avec Thérèse Roussel, mais ce qu'il souhaitait, c'est pouvoir faire une foire. Et donc peut-être je lui laisserai cette possibilité de faire une foire l'année prochaine avec moi. Voilà. Alors, est-ce que notre camarade a une question? C'est ça. Elle fait les questions subsidiaires, en fait. Je plaisante. Oui. Donc, dans ce contexte, au monde actuel, et surtout pas dans le Covid, car tout devient digitalisé, numérisé, pourquoi les gens ont besoin d'aller visiter les galeries physiques, si on peut un peu tout voir sur Internet, si vous voulez? Alors, est-ce que vous croyez que c'est agréable de tout regarder sur un petit écran comme ça? Voilà. Donc, il vaut quand même mieux venir. On peut le regarder sur grand écran, ce qu'on voit. On peut le regarder sur grand écran. Mais là, c'est parce que c'est compliqué de porter une grosse télé pour vous filmer, Roger. Complètement. Mais enfin, bon, voilà. Je pense que c'est quand même plus agréable de voir la peinture. Je ne dis pas de la toucher parce que... Oui, ben, comme dirait Jacques Chirac pour un autre sujet, le bruit, l'odeur, c'est important. Complètement. Bon, l'odeur ici, on n'en a pas trop, mais enfin... Oui, ça a séché depuis longtemps, donc il y a plus de parfum d'acrylique. Certains vernissages, on a encore l'odeur de oui. quand... mais c'est important, le rapport humain. Le rapport avec voilà, la rencontre est importante. Donc, derrière l'écran, on n'a pas cette rencontre-là, même si on le fait par visioconférence. Oui. Voilà, c'est pas la même chose. Alors, deuxième salve. Voilà, c'est moi qui suis la première en lien avec la première. Donc oui, c'est plus agréable de venir, établir un relation avec une œuvre et tout ça, mais les œuvres que vous exposez sont les œuvres métaphysiques. Ça. Est-ce que ça vous ne fatigue pas peut-être d'expliquer, d'apporter ce discours pour chaque œuvre, pas dans les vernissages, pas dans les visites privées quand les gens viennent de votre galerie, parce que chaque fois, je pense, avec les œuvres métaphysiques, il faut apporter un discours. Complètement, mais bon, il y a. Est-ce qu'avec un peu de fleurs, ce ne serait pas plus simple, franchement? Oui, mais bon, quelque part, c'est vrai que ce que j'aime présenter en général, ce sont des œuvres un petit peu métaphysiques, des œuvres dans lesquelles on peut rentrer et pénétrer dans un autre monde. Bon, je veux dire, on rentre dans une œuvre, on peut prendre, on s'imagine avec un fauteuil devant une œuvre comme ça, avec un petit cigare et un truc. Et pour un gros, c'est bien un gros. Un cognac. Un gros cognac. Vous êtes armagnac. Whisky. Écossais, japonais, iodé tourbé ou plutôt souple? Non, un bon Carolina ou un Macallan? Je dis whisky, mais je suis bourbon. Ah, d'accord. C'est beaucoup plus sucré. C'est bien aussi. C'est bien. C'est une autre saveur. Voilà. Donc, voilà, une œuvre métaphysique, ça a cet avantage, mais l'expliquer aux gens, les gens le comprennent. Vous savez, comme je dis souvent, l'art contemporain, ça a un avantage. C'est que ce n'est pas un art élitiste. A contrario, on pensait que dans les années 80, l'art contemporain était élitiste parce que des critiques d'art avaient besoin de soutenir une œuvre avec des textes qui étaient incompréhensibles même de certains initiés, disons. C'est ce que dit Duchamp quand il fait l'urinoir, c'est le regardant qui fait l'œuvre. Complètement. Et l'art contemporain, c'est ça. L'art contemporain, c'est chacun qui va y trouver ce qu'il a envie de voir dans une œuvre. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est beau. Et on comprend l'art contemporain, pas parce qu'on acquiert, on apprend des connaissances, non, on comprend l'art contemporain parce que c'est à force de le voir qu'on le comprend. L'art contemporain, c'est un peu, je dis, comme le café.
Bon, pas celui que je vous ai donné qui était pas Mais bon. c'était très bien. Alors, mais, il y avait de la caféine, moi ça m'allait. Mais quand on change de marque de café, il faut plusieurs tasses pour commencer à l'apprécier quelque part. Et là, c'est pareil. Il faut habituer son regard en faisant des tas d'expositions et après, Ça demande du travail, en fait. C'est affreux ce que vous me dites. ça demande... Moi, ce que j'aime bien avec Botticelli, j'arrive, c'est beau, je vois, et je comprends que c'est beau, donc je me sens intelligent. Voilà. Alors qu'avec l'art contemporain, je me sens un peu bête parfois. Ben non, parce que vous y voyez ce que vous avez envie d'y voir. Je veux dire, c'est ça. Oui, après tout. Et peut-être qu'aujourd'hui... Mais si tout le monde n'a pas votre discours, Roger, aussi. Parce que ils veulent rester les prêtres catholiques et garder les secrets du rite. Ah ben oui, mais Vous- on a quand même changé un petit peu. Là maintenant, on dit les messes en français. Hein. Oui, vous êtes l'équivalent de Vatican II pour l'art contemporain. J'ai vraiment pas besoin de parler latin pour décrire l'art contemporain. Donc, Très bien. Et donc vous ne tournez pas le dos quand vous expliquez la peinture, vous êtes face à nous. Non, complètement. Voilà. Alors, est-ce que la camarade a encore une question? Je pense, oui, la dernière pour notre émission. Voilà. Nous avons abordé ce sujet de l'art contemporain, la perception de l'art contemporain. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense qu'il y a une tendance de choquer les spectateurs, d'aller dans l'absurdité. Par exemple, cette histoire avec Banan Scotché à Art Basel, qui était vendu pour le prix incroyable. Vous pensez que c'est obligatoire? Est-ce que c'est obligatoire de rester choquant pour être vu? Et où sont les limites de ce phénomène? Là, c'est compliqué. Non, c'est compliqué parce que à Art Basel, par exemple, la banane scotchée comme ça, c'était pas forcément... il n'a pas voulu faire de l'art. C'est-à-dire, c'est le spectateur, celui qui est allé à Art Basel, voir Art Basel, qui a voulu se mettre au niveau, et le collectionneur, et qui a fait de cette œuvre-là une œuvre d'art. Ce qui est différent. L'artiste, lui, n'a pas voulu du tout. Sauf que quand quelqu'un vient et vous dit, va trouver l'artiste et dire ça, c'est intéressant, c'est beau. Ben, qu'est-ce qu'il dit? L'artiste, il ne va pas dire, bon, non, c'est une merde que j'ai mis au mur. donc, il va aller dans ce sens-là. La provoque dans l'art contemporain, elle n'y est pas forcément. Elle n'y est pas. Elle n'est pas gratuite, quoi, je veux dire. Elle n'est pas gratuite, voilà. Elle y est, mais elle n'est pas gratuite. C'est pas parce qu'une œuvre d'art provoque qu'elle va être bonne aussi. Ouais. Hein. Comme les tulipes à Paris. En hommage au Bataclan, les fleurs qui ont des formes d'anus un peu. J'enlève un peu parce que voilà. Et qu'on sent que c'est vraiment pour se foutre de la gueule voilà. des morts du Bataclan, des Parisiens et d'Anne Hidalgo, mais Anne Hidalgo, elle mérite. Complètement. Donc la provoque, voilà, c'est quelque chose qui est pas forcément intéressant. Oui, bon, ça tire l'œil et ça fait parler de l'artiste. Ça fait parler de l'artiste. Oui, mais après, il faut peindre. Mais quand même, l'artiste, Mauricio Cattelan, à l'occasion de la banane, a fait quand même des choses qui sont superbes. Hein. Ah, il y en a d'autres. Je veux dire, Là, c'est cette histoire avec Banan. Mais... Voilà, donc là, il n'a pas fait ça pour faire une œuvre, voilà. Alors, avant de terminer l'émission, il y a deux choses. C'est comment, si ça dure, cette période de Covid, ou les équivalents, ou les répliques, est-ce que Roger Castan va venir à ceux qui n'aiment pas a priori la digitalisation, donc à quand un hologramme de Roger Mais déjà, si ça dure comme ça... Vous voyez, on peut mettre un casque et se balader dans la galerie, même avec vous, enfin, il y a des tas de possibilités. Et je crois que si ça dure comme ça, j'arrêterai. Vous remettez la pharmacie? Là, c'est un peu tard, mais je crois que j'arrêterai si ça dure comme ça, parce que je ne supporterai pas. D'accord. Et est-ce que vous avez des enfants? Il me semble que vous avez deux filles. Deux filles. Et est-ce qu'il y en a une qui veut reprendre le... Non.
Vous les avez découdés, c'est quoi le problème, Roger? Ben, le problème, c'est que, bon, elles ont eu leur vie à Ouais, voilà. côté. Elles ont donc pas plus envie que ça. J'aurais bien aimé, mais enfin, Oui, ben voilà. bon, elles sont intéressées par l'art. Oui, ben au moins. Mais ça s'arrête là. Bon, je pense qu'elles ont vu que quand même, je souffrais. Hein. Enfin, je tirais la langue. Oui, il y a des moments comme ça. À part être, enfin, je sais pas, avoir des bitcoins, je vois pas. Oui, aujourd'hui. Je vois pas aujourd'hui ce qui c'est compliqué. Tout est compliqué en général. Tout est compliqué. D'ailleurs, à part s'appeler Mark Zuckerberg ou Complètement. voilà. Donc la vie est compliquée. Là. Enfin, je crois. Voilà, Après, elle peut être moins compliquée suivant les. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se. Mais ça se réduit. Ouais, ça se réduit. Bon, voilà. Non, si vraiment ça devait trop traîner, je le supporterais pas. Présentez-nous, parce que là, il y a une expo qui est en cours, mine de rien. Présentez-nous-la. Bien sûr, volontiers. Alors, c'est qui l'artiste? C'est une expo de Comestève. Ouais. Comestève, artiste catalan reconnu, qui est déjà dans pas mal de musées, qui est un artiste qui travaille vraiment dans cette mouvance catalane avec les codes catalans. Puisque, les artistes catalans ont des codes bien à eux. Par exemple, ils ils mettent Saint-Jean-Baptiste sur le logo. Je l'ai vu, j'en parlerai pas. Zut. Vous êtes malin, Roger. Ce qui a fait votre survie, vous ne tombez pas dans les pièges grossiers. Non, c'est trop présent. Oui, voilà. C'est ce que j'aurais dit si j'avais été jésuite. Allez, reprenons sur les codes catalans. Sa peinture m'a intéressé parce que jusqu'à présent, il travaillait beaucoup des œuvres un petit peu sombres. Il n'était pas dans la couleur, c'est vrai. Il était plutôt dans le gris, la terre. Le noir, la terre. Voilà. Les artistes catalans, c'est ça, c'est la terre aussi. Hein. Mais aussi, il était dans l'émotion, puisque le travail qu'il faisait un peu reprenait la vie qu'il avait à ce moment-là, les soucis qu'il avait eus ou les malheurs qu'il avait eus. En particulier, toute cette série qu'il avait fait sur la maison du crabe, comme ça. Ouais, parce qu'il avait un cancer, j'imagine. Parce que ça aurait été la maison du dromadaire, je ne vois pas quelle maladie d'ailleurs on peut y associer. Non, son ancienne femme était décédée d'un cancer. Alors que là, il est arrivé, il s'est remarié. Donc c'est un artiste heureux, donc il y a de la couleur. C'est un artiste qui arrive avec de la couleur et j'avais envie, aujourd'hui, de couleur. Oui, c'était important. Oui. J'avais envie de couleur. Surtout en ce moment. Peut-être parce que justement, je pense que ça, et je pense que c'est parce que c'est samedi dernier que l'expo a ouvert. C'est samedi dernier que l'expo a ouvert. Bon. Alors, les remontes-pentes chez les galeristes sont ouvertes. Donc on peut venir vous voir. Là, même tout à l'heure, vous êtes encore ouvert jusqu'à 18h30. Je dis oui, parce que il y a le temps de latence. Ce soir jusqu'à 18h30, peut-être que demain ça va changer. Voilà, c'est Jacques a dit. Enfin, Macron a dit. Et alors, on peut prendre rendez-vous pour visiter aussi? Bien sûr. Alors oui, parce que j'en arrive quand on arrive à la fin. Alors, les horaires d'ouverture. Horaire d'ouverture 14h30 et 18h30. Voilà. Du mardi au samedi. Et sur rendez-vous, donc au 06 27 77 12 79. Répétez-le, ça coûtera pas cher. 06 27, il ne faut pas que je me trompe, 77 12 79. Est-ce que vous avez un site internet par hasard? Je n'ai plus. Ah. Je n'en ai plus. J'ai été piraté il y a 3 ans de ça, mais vraiment piraté. Ah ouais, sauvagement. Hein. Et donc, quand il a fallu que je refasse mon site, ça a été un peu excessif, puis ça me demandait beaucoup de travail, et puis j'avais commencé... Votre rapport au virtuel commence aussi au fait que vous avez été piraté, que ça vous a bien gonflé, comme on dit. Oui, parce que vraiment c'est... Voilà, il y a toujours un événement qui détermine comme ça une attitude. Vraiment,
c'est pénible. Et si on vous trouve un digitaliste pas cher, vous y remettez ou quoi? Il faudrait que ce soit un digitaliste cadeau, quoi. Oui, surtout en ce moment. En ce moment, parce que le retour sur investissement est très compliqué. Là, c'est très dur, hein, vraiment. Il faut, j'espère que ça va décoller un peu. Ouais. J'espère surtout que la foire de Lille en juin aura lieu. Ouais. Et puis Inch'Allah. Hein. Voilà. Un Facebook, ça coûte pas cher. Facebook, voilà. Ça, je commence à me... Au nom de la galerie ou de Roger Castan? Il me semble que Roger Castan existe. Roger Castan, et puis il y a des fois la galerie qui apparaît. Bon, je sais pas comment. Vous avez les deux? Ben, je sais pas comment ça apparaît. Ah, c'est pas vous qui gérez. Hein? Oui, je gère, mais Castan Galerie, ils doivent faire le lien. Facebook, je sais pas. Facebook, ça doit être assez intelligent comme truc. D'accord. Je sais pas du tout. Non, mais c'est comme ça qu'on puisse vous retrouver. Oui. On Voilà. peut taper Castan Galerie. Castan Art Project, il sort aussi, et Roger Castan. D'accord, il y a 3 marques donc. Et puis il y a un truc là sur Instagram où j'ai beaucoup de choses, c'est alors @Damienne Castan. D'accord. Donc elle a demandé un truc et là je suis surpris d'ailleurs qu'il y ait autant de choses. C'est très visuel donc ça tombe bien. Ouais. Roger Castan, merci. Maria Marenic, merci. Et à bientôt pour une émission collective au cinéma. C'était avec plaisir. Hein.